Alors, je vais tout d'abord appeler sur scène, sous vos applaudissements, l'animateur de cette conférence, Sylvain Lévy-Valency, directeur des programmes, journaliste animateur, cofondateur du groupe Web Radio Édition. Bonjour. Ensuite, son premier conférencier, Olivier Bugette, fondateur et président La Boîte IMO. Deuxième conférencier, et non des moindres, Gilles Blanchon, vice-président MLS France. Oui, monsieur. Non, après. Et le dernier conférencier, Cédric Lavaux, président fichier AMPI National. Le petit dernier, Bernard Cadot, délégué général de l'association Partage Plus. Voilà, vous avez devant vous une équipe de professionnels qui va donc animer une conférence qui aura pour thème « Collaborer ou périr », le partage, l'avenir de l'agent immobilier, des réponses à toutes ces questions, un débat, et je vous laisse entre de très bonnes mains. Bonne conférence. Merci. Chers amis, bonjour. Merci d'être avec nous. On a un peu de monde. Tout à l'heure, je vous ai entendu applaudir nos invités. Et je me demandais si j'entendais bien. Est-ce qu'on peut refaire un galop d'essai? On peut? Applaudissements. Pardon. Je vais vous demander une chose. Est-ce qu'on peut mettre juste un tout petit peu plus d'enthousiasme? Prêt? On y va. Allez. Voilà. Merci, en tout cas, c'est bon de démarrer effectivement dans cette ambiance. On va être résolument optimiste et résolument constructif. Vous avez vu ici un petit logo avec un petit cœur qui s'appelle I Love You. C'est la fondation I Love You qui lutte pour le mieux logement des Français, créée par Isabelle Larochette il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est la 9e journée Solidarité Logement que l'on anime sur le stand de Radio Imo, mais partout sur le salon. Remerciements à l'équipe du Rent, puisque le mieux logement, c'est un souci et c'est un sujet que tout le monde partage, bien évidemment. On va parler d'un sujet, le partage des mandats, collaborer ou périr. Collaborer ou périr. Je dois cette punchline à notre ami Olivier Bugette, avec Cédric Lavaux, qui est aujourd'hui président du fichier AMEPI, Olivier Bugette, président de la Boîte IMO, Gilles Blanchon, président de MLS, et enfin Bernard Cadot, le nouveau gamer dans le jeu aujourd'hui du partage des mandats avec aujourd'hui Partage Plus. Est-ce qu'on peut annoncer le nom de la plateforme maintenant, Bernard? Listigo, qui est le nouveau nom aujourd'hui de la plateforme qui partage. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Pourquoi c'est nécessaire, on va commencer par Cédric Lavaux, pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui de partager les mandats et en quoi, dans un marché qui est un marché quand même assez particulier, un peu singulier, marqué par des tensions, il faut être très clair. On a un relèvement assez faible du taux d'usure, on a un nombre de dossiers de refus de crédit absolument phénoménal. Sur le dernier trimestre, on a atteint 45% de refus. On voit bien que le marché se tend, à l'instar d'une inflation, à l'instar d'événements exogènes comme les conflits géopolitiques. Bref, aujourd'hui, la coopération ou la coopétition, comme le dit souvent Cédric Lavaux, s'inscrit plus que jamais. Pourquoi c'est si important aujourd'hui? Merci Sylvain et bonjour à tous. Alors, le marché immobilier est toujours tenu sur deux temps forts. Un temps où on achète le bien et un temps où on vend le bien. J'aime à dire que le temps où on achète le bien est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment d'acheter. Donc pour répondre à votre question, Sylvain, c'est toujours le bon moment de partager ces mandats exclusifs. Pourquoi? Parce qu'une étude a été faite au niveau du fichier AMEPI sur un échantillon de près de 5000 agences. On a divisé d'un côté ceux qui étaient adhérentes du fichier AMEPI et celles qui n'étaient pas de l'autre côté. Eh bien, c'est simplement pour les agences qui sont adhérentes du fichier AMEPI, 47 000 € hors taxe de chiffre d'affaires moyen constaté en plus sur un échantillonnage d'environ 5000 agences pour 7 mandats exclusifs de plus à l'année de ceux qui ne le sont pas. Donc ça ne sert à rien de faire de grandes tirades et de grands discours à la réponse du pourquoi.
Parce que, tout simplement, pour faire progresser votre chiffre d'affaires et votre business. C'est pour ça que c'est la coopétition. On coopère, mais entre concurrents, parce que l'objectif, c'est son chiffre d'affaires à soi. Alors, on pourrait aussi dire pourquoi, Olivier Bugette, il y a plusieurs plateformes, alors qu'on pourrait imaginer qu'en France, il pourrait y avoir une seule grande plateforme qui rassemble l'offre et qui partage l'ensemble des mandats. On a bien compris l'avantage du partage en termes d'accroissement du résultat, en termes aussi de volume, en termes d'offres, puisque effectivement, c'est aussi l'occasion, à la fois quand on a des clients acheteurs ou clients vendeurs, justement de mettre les gens en présence avec un volume démultiplié. Pourquoi aujourd'hui et comment vous vous positionnez, vous, avec la boîte IMO, en sachant que la boîte IMO a une particularité, c'est que vous êtes très axé sur ce qu'on appelle les indépendants. Absolument. Ça marche là? Ouais. Oui. Donc, bonjour à tous. Il existe effectivement différents outils sur le marché aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une diversité d'attentes, une diversité d'usages et que chacun des outils qui sont aujourd'hui proposés le sont dans des contextes qui sont un petit peu différents. On a effectivement un métier qui est commun tous les quatre. Maintenant, on a une façon différente de l'aborder et peut-être que l'approche de l'un va peut-être être complémentaire à l'autre. Et moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est cette complémentarité. Nous avons pour notre part plus de 8000 agences aujourd'hui qui collaborent au travers de notre plateforme Intercab. Et ce sont pour 95% d'entre elles des agences qui ne collaboraient pas avant sur d'autres outils. Alors peut-être qu'elles n'avaient pas trouvé ce qu'elles attendaient ou qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'essayer, tout simplement. Mais je dirais que cette complémentarité, finalement, elle tire le marché vers le haut parce qu'elle permet d'accélérer la collaboration, la coopétition entre les agences. Et une seule plateforme aujourd'hui, visiblement, ne sait pas faire. Ok, donc Gilles, vous êtes d'accord, Gilles Blanchon pour MLS France, que finalement, une plateforme, ce n'est pas une plateforme de plus, ça répond à une partie de la demande du marché. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Là où je voudrais mettre l'accent, c'est le titre, c'est la collaboration. Qu'est-ce qu'on appelle la collaboration? Alors, c'est peut-être là qu'on aura peut-être certaines divergences. C'est que pour nous, la collaboration ne se limite pas à un outil. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils qui sont différents. Ils peuvent être complémentaires, je suis complètement d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la collaboration? Il y a l'outil informatique collaboratif, c'est indéniable. Maintenant, en plus de ça, en ce qui nous concerne, on pense qu'il doit y avoir aussi une régulation de cette collaboration, puisque les agents immobiliers sont imparfaits comme tout un chacun. Et donc, il faut réguler cette collaboration et il faut qu'il y ait une implication des agents immobiliers pour apprendre à collaborer ensemble. Et quand on se connaît, effectivement, on est plus à même à collaborer ensemble. Le fait de se connaître, de faire des choses ensemble, fait que la collaboration devient plus saine et plus efficace. Oui, tu voulais ajouter juste, Oui, ce que dit Gilles est très intéressant, très important, pardon. Nous-mêmes, nous l'avons vécu puisque nous avons lancé notre plateforme il y a maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on est sur une version qui se veut beaucoup plus locale. On a la chance d'avoir une très forte granularité dans toutes les communes de France et on se donne beaucoup de mal pour animer localement les bassins que l'on a créés et il est parfaitement vrai que cette philosophie de la coopération ne vaut que si au quotidien, eh bien, il y a des échanges, il y a une animation, il y a une âme qui est donnée au projet et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Nous étions par exemple à Marseille la semaine dernière où nous avons réuni 200 agences qui participaient à une soirée tous ensemble et on voit très bien à l'issue de ce genre d'événement eh bien, que les échanges entre les professionnels sont dynamisés. C'est très clair. Bernard, tout le monde vous connaît, Bernard. Tu as été pendant 12 ans président d'Orpi France. Et s'il y a une chose qu'on sait chez toi, Bernard, c'est le souci du partage et de la coopération. Aujourd'hui, e-listing, Partage Plus, devenu Listigo aujourd'hui, est entré dans le jeu il y a quoi? Moins de 2 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. Et aujourd'hui, je reprends les chiffres que tu m'as donnés qui sont quand même assez significatifs. Est-ce que ça veut dire, Bernard, que ça répond en complément de ce qui est déjà proposé comme valeur avec MLS, avec le groupe La Boîte IMO, donc Intercab et le fichier AMEPI, répond aussi à une demande du marché?
Je voudrais revenir 2 minutes sur ce qui vient d'être dit parce que je partage ce qui a été dit. Aujourd'hui sur le marché, personne ne peut prétendre avoir la solution unique qui convient à tout le monde. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Et ça correspond aussi à la diversité du marché, à la diversité de l'approche des uns et des autres, et puis aussi aux changements qui ont pu intervenir sur le marché. Parce que voilà, il y a des choses nouvelles qui sont intervenues. Néanmoins, il y a des constantes. Et en l'occurrence, c'est peut-être une responsabilité ou une faute collective que nous avons, je pense, c'est de ne pas suffisamment tenir compte de l'avis du client. Parce que si nous sommes là les uns et les autres, et dans cette salle, c'est parce qu'il y a des clients, et que les clients font confiance. Et c'est vrai, ce qui a été dit, c'est que quand on se connaît, mieux on se connaît entre professionnels, plus on se fait confiance. Et la confiance, c'est le ciment de la collaboration. Si je n'ai pas confiance en quelqu'un, je ne vais pas lui confier ce qui est mon bien finalement le plus cher, puisque c'est le mandat que le client m'a signé. Mais pour le client en face, c'est la même chose. Parce que quelles que soient les évolutions, et ça a été rappelé effectivement, moi je viens de chez Orpi, et l'ADN d'Orpi c'est le partage des mandats, donc je connais bien. Le client il se moque éperdument de comment on est organisé. Il y a des invariants, et ces invariants ils sont très simples. Quand on est vendeur, on veut pouvoir toucher le maximum d'acquéreurs à un instant donné, dans une situation donnée, d'un marché donné, qu'il soit régional ou national, peu importe. Et puis quand on est acquéreur, et a fortiori depuis la révolution d'Internet et tous les outils numériques qui sont arrivés, on veut immédiatement avoir accès à l'exhaustivité de l'offre. Ça c'est une réalité. Après, il y a une deuxième réalité, et on n'y échappe pas, c'est que nous continuons de nous bloquer à un plafond de verre de 65% de parts de marché intermédiaires, et il y a toujours 35% de parts de marché qui restent non intermédiaires aux mains des professionnels. Et je voudrais juste citer un chiffre parce que moi, ça m'a interpellé. Est-ce que vous savez que sur les 18 derniers mois, il y a eu 30% de cartes professionnelles en plus qui ont été délivrées par les chambres de commerce. 30% de cartes professionnelles en plus. Et pour autant, donc la logique voudrait que s'il y a 30% de cartes professionnelles de plus de délivrées, la part de marché des professionnels augmente à due proportion ou à peu près. Or, elle a stagné. Donc ça signifie que, et il faut savoir se dire les choses, y compris ce qui ne fait pas plaisir, on a globalement une responsabilité de répondre aux attentes réelles des clients. Ça veut dire que les 30% d'augmentation des cartes pro délivrées dans les chambres de commerce compensent, en fait, ça n'a pas augmenté la part de marché, mais ça a compensé finalement le... Ça veut dire tout simplement que ceux qui avaient des parts de marché avant cette progression des 30% de cartes professionnelles se sont vus réduire leur part de marché proportionnelle. Tout simplement, c'est voilà. Et donc. Et ça profite à qui alors du coup c'est les particuliers. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque parce que le marché du particulier peut se développer. Il est déjà, c'est quand même parce que culturellement, je fais deux pas en arrière. L'idée pour les professionnels de faire signer des mandats exclusifs, pendant longtemps, c'était pas une idée évidente parce qu'il y avait un peu d'appréhension, parce qu'on se disait est-ce qu'on a la bonne réponse, etc., etc. Et puis après, ça a changé. Il y a des agences qui font et des professionnels qui font 100% de mandats exclusifs. Il y a des réseaux qui sont à 70-75%. Donc ça a évolué. Et juste derrière ça, c'est l'idée du partage qui s'est imposée parce qu'on sait pertinemment que s'il n'y a pas le partage, on ne pourra pas lever l'objection numéro 1 du vendeur qui consiste à dire je veux bien signer un mandat exclusif. Par exemple, je veux bien signer le mandat exclusif chez Cédric, mais je connais aussi l'agence qui est à côté, et si je le signe dans une seule agence, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est de là qu'est née l'idée de ce partage. Et entre-temps, le monde professionnel a changé. Il y a eu l'émergence de nouveaux modèles, il y a eu des professionnels, quels qu'ils soient, qui signent tous les jours des mandats exclusifs avec des clients. Est-ce qu'on est en capacité de se dire, dorénavant, eh bien, tous ceux qui signent et qui sont reconnus comme des professionnels et qui signent des mandats exclusifs, ils vont pouvoir collaborer au profit, non pas à leur profit propre, mais au profit de leurs clients, parce que c'est ça la demande du client. Je peux rajouter une chose, c'est que, en fait, on parle énormément d'exclusivité, mais nous, on est le seul modèle présent qui propose de partager les mandats. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte une chose, c'est que les acquéreurs, ils n'en ont rien à cirer que le mandat soit simple ou exclusif. Et qu'on a des professionnels qui sont parfaitement capables. On peut mettre tous les mandats en vente. Hein, absolument. Et c'est ce que nous faisons. Et ça nous permet d'avoir une base de données qui est beaucoup plus importante que celle qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, d'augmenter les opportunités. Parce qu'en fait, un mandat,
peut parfaitement être partagé, même quand il est simple, et on le voit tous les jours chez nos clients. Alors, c'est Oui, intéressant mais parce les que mandats ça... simples, les particuliers peuvent les vendre tout seuls. Alors, justement, c'est intéressant parce que là, on est sur le sujet qui peut être débattu par rapport à ça. C'est la question, pour des néophytes, c'est la question qu'on peut se poser par l'extérieur. Par contre, vous avez raison, que pour un client, ce qui compte, c'est la vente, c'est pas la nature même du mandat. C'est est-ce qu'il y a un client ou pas. Cédric, justement, par rapport à ce positionnement, le fait que, est-ce que tu penses que, on est dans un marché aujourd'hui structurellement qui est vraiment converti à l'idée de l'exclusivité? La réponse est certainement oui, puisqu'on voit un volume quand même significatif. Et en quoi, effectivement, le positionnement de ces plateformes de partage est axé justement sur l'exclusivité comme étant un facteur de réussite pour l'agent immobilier. Il y a même d'ailleurs, parmi les adhérents chez toi, je crois même que dans ton réseau, dans ton propre réseau à toi, tes propres agences, vous êtes quasiment à 90 ou voire 100% d'exclus, quoi. On ne travaille plus qu'en exclusivité. Enfin, le mandat égale mandat exclusif. Pour nous, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous êtes tous dans ce métier. Aujourd'hui, rentrer un mandat, c'est 20 heures de travail. Moi, quand j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, on signait les mandats sur le capot de la voiture. Enfin, je veux dire, le monde a changé. Donc, si on veut protéger notre business par rapport à une productivité et être bon, il faut qu'on bétonne nos mandats comme étant des mandats exclusifs pour qu'on puisse travailler sereinement. Et il faut qu'on puisse rassurer nos clients en nous disant « Vous ne me confiez pas un mandat exclusif. Je vis à Toulouse, je suis adhérent au fichier Amepi, je suis agent immobilier à Toulouse. » C'est pas vrai, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple du fichier Amepi local le plus puissant de France, Toulouse, 240 agences. Eh bien, vous ne me donnez pas un mandat exclusif. Vous me confiez votre confiance pour coordonner un mandat qui va pouvoir être partagé par 239 autres confrères. Ça a de la gueule. Et vous le bétonnez, votre mandat exclusif, et vous la faites, votre vente. Et c'est comme ça que vous augmentez votre chiffre d'affaires. Et à Toulouse, pour rebondir sur ce que disait Bernard, 240 agences immobilières adhérentes localement au fichier Amepi. Si vous allez sur le site de plateforme d'annonce du Bon Coin et que vous pouvez par ce filtre déceler les biens à vendre par les particuliers ou les biens à vendre par les agents immobiliers, vous verrez que le taux détenu par les particuliers est seulement de 10% à Toulouse. Faites le test avec toutes les autres villes de France desquelles vous venez, vous verrez, vous serez entre 15 et 20. Il y a une seule raison à ça. C'est qu'à Toulouse, il y a 240 agents immobiliers qui ont compris qu'il fallait adhérer au fichier Amepi. Et pour finir mon propos par rapport à ça, et pour répondre à la question initiale, ça ne peut pas être qu'un outil. Tous ceux qui ont essayé de faire en sorte de créer des outils, même parfaits, magnifiques sur le plan technologique, sur le plan des fonctionnalités, si ça n'est qu'un outil, ça ne fonctionne pas. Parce que vous, nous, on n'a pas la culture du partage. C'est pas en nous. Donc il faut que cet outil il soit animé. C'est pour ça qu'au fichier Amepi, localement, on a 220 présidents qui vont réguler et animer le fichier pour que, comme le disait Bernard, ça puisse vivre sereinement. Alors, avant de te donner la parole, Bernard, je voudrais que Gilles s'exprime sur le principe de la plateforme de partage. Entre exclusivité et mandat simple, faut-il choisir? Ou est-ce qu'il n'y a pas simplement un phénomène d'opportunité qui fait que sur la même plateforme, je vais y trouver l'ensemble d'offres? C'est ce que dit Olivier. Nous, au niveau Gilles. du MLS, on est persuadé que c'est le mandat exclusif qui doit permettre de se démarquer effectivement de la Donc vente. sur MLS, il n'y a que de l'exclusif. Il n'y a que l'exclusivité. D'accord. Et donc on est persuadé qu'il n'y a que le mandat exclusif qui permet de se démarquer. Là où je veux quand même rebondir une seconde sur le titre de la conférence Collaborer ou périr, il ne faudrait pas que sous un argument marketing de collaboration, on n'aille pas au bout de cette logique collaborative. Et c'est là où la régulation, elle est importante. Et notamment, c'est le cas au MLS où on fait des audits dans chacune de nos agences, où on a une commission de conciliation, une commission de discipline. Il faut que ce qu'on veut aujourd'hui en tant que client, c'est que la promesse, elle soit tenue. C'est-à-dire que si moi, je vais voir mon vendeur en lui disant « Donnez-moi le mandat sur le MLS Côte d'Azur, on est 510 agences adhérentes, je vais collaborer avec mes 510 confrères ». Si dans la pratique, je ne collabore pas, là, la promesse client, elle n'est pas tenue. Et c'est là où le risque de collaborer ou périr, il arrive. C'est-à-dire qu'on peut passer de la potentielle collaboration au fait de dire, le client va dire, mais pourquoi je donne un mandat exclusif? Dans la pratique, il ne joue pas le jeu. Gilles, que je comprenne bien, il y en a qui viennent sur la plateforme pour faire leur marché, quoi. Non, sur la plateforme, nous,
Aujourd'hui, on fait des audits sur Parce que chaque- le principe du partage, c'est j'amène, je prends et j'amène. C'est Exactement. gagnant-gagnant. Exactement. D'accord, c'est un peu l'auberge espagnole. Exactement. J'y trouve ce que moi je vais y apporter. Exactement. Donc quelque part, ce que vous dites, parce que c'est intéressant, parce qu'au fichier AMEPI, vous avez la même chose. Commission de discipline, commission de conciliation. En fait, ce que vous dites, c'est que vous Et minimum épinglez, mandat. vous épinglez les personnes qui ne jouent pas le jeu. Exactement. Et ça veut dire quoi, pas jouer le jeu, quand on est adhérent à MLS par exemple Aujourd'hui, pas jouer le jeu, par exemple, c'est de ne pas mettre tous ces mandats. C'est-à-dire que vous faites le choix de mettre des mandats ou de ne pas les mettre. Le fait de faire un audit en agence avec un auditeur indépendant, ben, l'auditeur, il arrive, il regarde votre listing des mandats sur votre répertoire, il regarde si tous les mandats exclusifs ont été rentrés. Si effectivement... Et c'est pas un peu coercitif, ça, comme action? c'est pas coercitif, c'est juste de la régulation. C'est-à-dire D'accord. qu'aujourd'hui, moi tout à l'heure, je prenais avec Bernard l'exemple de l'autoroute. On dit aujourd'hui sur l'autoroute, on doit rouler à 110. Il y a des gens qui vont respecter les règles, et puis il y en a qui vont rouler à 180. Je pense qu'il faut de la régulation. L'être humain est ainsi fait, et l'agent immobilier est ainsi fait que s'il n'y a pas cette régulation, ben, aujourd'hui, on va avoir des débordements. Et puis au final, les agents immobiliers qui jouent le jeu vont se dire, mais pourquoi moi je joue le jeu puisque mes petits confrères ne jouent pas le jeu et on leur dit rien. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Gilles, parce qu'il y a un dénominateur commun, hein, si je peux me permettre, Cédric, c'est-à-dire que le côté animation. C'est-à-dire que je mets de côté le côté tech de la plateforme, hein, je mets le côté structuration, règlement intérieur, puisque ça, c'est dans le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, je deviens adhérent, si je deviens adhérent d'MLS, je souscris au règlement intérieur, Exactement. à cette règle d'audit, qui Exactement. peut être considérée comme intrusive, mais je l'accepte en adhérant. On est d'accord là-dessus? Pas plus tard que la semaine dernière, on a exclu en conseil d'administration 3 agences qui ne jouaient pas le jeu. Et à un moment, il faut aussi qu'il y ait cette sanction entre ceux qui jouent le jeu, qui ont envie d'aller au sens du client. Il ne faut pas oublier que c'est le client qui nous paye, c'est le client. L'intérêt du client doit rester au-dessus. Voilà. En fait, vous êtes dans la maîtrise totale de l'usage, hein. Moi, c'est ce que je comprends. C'est vraiment très bien. Bernard, effectivement, ce côté, est-ce que, si je peux me permettre la question, est-ce que chez Listigo, par exemple, on peut sortir des agents qui ne jouent pas le jeu? Est-ce Oui, qu'il y a un règlement intérieur qui fait que, à l'instar des autres plateformes? Je vais répondre, mais avant ça, rapidement, 3 choses. Pour revenir sur l'idée de pourquoi le mandat exclusif plutôt que le mandat simple et pourquoi pas partager tous les mandats. Il faut retenir les leçons de l'histoire et il faut savoir regarder là où ça marche et là où ça marche bien. Et en l'occurrence, notamment outre-Atlantique, et tu le sais, là où les professionnels sont forts pour 2 raisons, l'une étant la conséquence de l'autre. La première, c'est qu'ils maîtrisent plus de 95% de parts de marché. Et la deuxième, c'est qu'on ne vient pas trop les chercher pour leur dire que leurs honoraires sont trop élevés parce que, en contrepartie de cette maîtrise de marché, ils apportent un service aux clients. Et c'est une faute ou c'est un échec, si on est vendeur, de ne pas signer un des adhérents du MLS. Donc, si ça marche ailleurs, il n'y a pas de raison que ça marche chez nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes convaincus qu'il faut partager les mandats exclusifs et aussi ne pas se mettre en danger, parce que je le disais tout à l'heure, quand on signe un mandat simple, ben on est sous risque que le client se débrouille tout seul et il a plein d'outils pour ça. Ça, c'est la première chose. Et sur le contrôle? La deuxième chose, c'est que effectivement l'outil n'est pas le seul élément et qu'il y a d'abord et avant tout une question d'état d'esprit et de volonté d'avoir, vous savez qu'on attend depuis la loi Duflot cette fameuse commission de discipline et de déontologie et de faire preuve de cette déontologie et de cette discipline. L'indiscipline, elle existe partout. Maintenant, il y a une réalité, c'est effectivement qu'il peut y avoir, parce qu'on reste des humains, il peut y avoir des tentations, des choses comme ça. Donc chez Listigo, et je réponds à la question, chez Listigo, il y a un collège contrôle qui sert justement à gérer ce type de comportement ou ce type d'abus. Et puis, comme je le disais, la collaboration, c'est la confiance. Et si, parce que les utilisateurs chez Listigo, ils voient tout de suite quelle est la notation de l'autre utilisateur, et on connaît bien tous les travers. Hein. Les travers, c'est on n'a pas les clés, on ne sait pas visiter, on garde sous le coude des documents importants, etc., etc. Et puis, comme par hasard, pendant ce temps-là, il y a une offre qui arrive et c'est au détriment de celui qui voulait collaborer. On connaît tout ça. Donc, on n'est pas naïf. On a voulu responsabiliser les utilisateurs. Ça fonctionne très bien. Et s'il y a des remarques et s'il y a des questions, eh bien, elles remontent et elles sont traitées. Mais il y a cette volonté-là. Mais après, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. On a un plus petit commun dénominateur. C'est les mandats exclusifs que l'on peut faire signer et la part de marché qu'on doit aller chercher et qu'on n'a pas. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on donne les moyens ou pas d'y arriver? Et ça, je pense que c'est vraiment le sujet. Le monde a évolué, notre monde a évolué.
Et il faut en tenir compte, parce que ne pas en tenir compte, c'est passer à côté des réalités et c'est se mettre en danger pour l'avenir en tant que professionnel. Alors, j'ai bien entendu, donc il y a un collège de contrôle Oui. qui statue sur le fait des personnes. Comment ça revient? Est-ce que, par exemple, dans ton outil, tu as des datas, des données qui remontent et qui permettent Alors, d'identifier? Comment ça se d'abord- fait? Est-ce que ça se fait par le biais des animateurs de la non, plateforme mais, ou pas? Oui, précision importante, on est en B2B, donc c'est l'utilisateur. Si je réclame systématiquement la même chose à un confrère et que je n'obtiens pas ce que je veux et que systématiquement il ne joue pas le jeu, je vais le signaler. Et à partir de ce moment-là, s'enclenche, oui, on a les informations qui vont remonter et qui nous sont signalées et qu'on traite. Voilà. Mais il n'y a pas de temps que ça. Hein. On a exclu Non, mais à l'instar personne de pour l'instant. MLS, ils font des audits. Oui, mais Voilà. non, mais voilà, on n'en est pas. l'important, c'est qu'on garde cette notion de déontologie et de comportement loyal. On évoquait la cohabitation. Je suis content parce que je parle sous contrôle de Jean-Michel, là, qui est au deuxième rang. C'est Orpi qui a inventé le terme de coopétition. Et je suis content que ça ait fait école. Parce qu'on est vraiment dans cette logique-là de coopérer et d'être compétiteur quand même. Et on sait bien que en coopérant, on peut éventuellement avoir de temps en temps des réactions qui sont pas tout à fait conformes. Et on n'en a pas encore parlé. Le marché va se tendre, malheureusement, et les tentations seront de plus en plus grandes. Donc il faut rester vigilant. Réponse, Oui, Cédric, sur terme ce de qui a été dit. coopétition a effectivement été créé par Orpi, mais pas que. Par Orpi, par Century, par Guy Hockey, par La Forêt, par la FNIM, par l'UIS, Oui, par le rappelez SNPI. peut-être que la MEPI- Quand ils ont créé la MEPI, Oui, la MEPI, c'est à ce moment-là que ce animée mot par a les été réseaux, inventé. mais aussi les syndicats. Les syndicats, la MEPI, c'est 4000 agences, 2000 agents indépendants et 2000 agents franchisés venant des réseaux. C'est œcuménique. Et c'est aussi une des on se posait la question de qu'est-ce qui était important pour que ça fonctionne. Mais à mon sens aussi, ce qu'on a oublié de dire, qui est important pour que ça fonctionne, c'est que ce mécanisme-là qui collecte toutes vos données, imaginez la méga puissance de cet outil qui centralise toutes vos données. Des sociétés à 0 € de chiffre d'affaires se sont vendues des millions avec cette donnée collectée. Cette donnée, elle ne peut pas appartenir à une association, à autre chose qu'une association qui ne soit pas dans le sérail et maintenue et contrôlée par la profession. C'est pas possible. Il faudra que tu nous expliques comment tu valorises des millions cette donnée, parce que nous, on l'a cette donnée et on la valorise pas. Hein. Sincèrement, je sais qu'on parle beaucoup Tu de la l'or. revaloriseras quand Je tu sais la qu'on parle revendras. beaucoup de l'or noir, mais c'est juste un fantasme. Hein. Aujourd'hui, cette donnée chez nous, elle est plus importante que partout ailleurs. Et sincèrement, on n'a rien valorisé du tout. Hein. Eh bien, Maintenant, si quelqu'un veut me l'acheter des millions, je suis au Alors, stand on va 36. Olivier, Cédric, on va replacer les choses dans le contexte. Merci d'introduire le débat. On va le faire. Non, on va pas l'éluder. Ce que dit Cédric, c'est que l'association, la MEPI, est une structure associative, qu'elle appartient à ceux qui la composent. Et en plus, elle est animée par les deux corps intermédiaires qui aujourd'hui ont un peu plus de 70% de part de marché syndical. C'est-à-dire que dans la représentation patronale, l'UNIS et l'AFNAIM et le SNPI représentent aujourd'hui ce qu'on appelle les lois Hoguet dans leur plus grande globalité. Que si ces données appartiennent à l'association, donc elles appartiennent à ceux qui la composent. C'est le principe de l'association. Et à côté de ça, tu dis, toi, Olivier, qui est une structure de capitaux, une société de capital, dont tu es le fondateur, l'actionnaire. Je reprends les mots d'Hervé Bléry, et à l'époque, une pensée émue pour Laurent Vimon de Century 21, qui disait que la donnée, lorsqu'elle est confiée à un opérateur privé, c'est comme si on lui donnait sa montre pour qu'il nous donne l'heure avec notre propre montre. Et j'aimerais que tu reprennes ce que tu dis clairement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es en société ou en structure que le fait que tu gères ou tu administres une base de données ou des données fait de toi le Bill Gates de l'industrie immobilière. Non, mais c'est intéressant parce que ça remet les pendules à l'heure. Et je voudrais avoir ton avis là-dessus, parce que ça vaut le coup de débattre. Et encore une fois, la vitalité démocratique, c'est quoi ? C'est le débat. C'est de dire la chose suivante, que ce n'est pas forcément le cas systématiquement. La donnée dont on parle, là, on parle de quoi ? On parle des annonces des agents immobiliers. Ces annonces, aujourd'hui, qui ne les a pas ? Tous les portails en disposent. Toutes les plateformes en disposent. Nous en disposons à la base lorsqu'elles sont créées dans le cadre de nos CRM immobiliers, puisqu'on a un outil, nous, qui est totalement intégré et qu'à la base, nos clients saisissent leurs biens pour commencer chez nous.
Mais ce que je constate, c'est que les données qu'ils partagent sur notre plateforme Intercab, ce sont les mêmes données qu'on va retrouver sur Le Bon Coin, qu'on va retrouver sur Se Loger, qu'on va retrouver chez Logikimo et sur une cinquantaine d'autres sites. Donc moi, j'ai encore vu personne tirer un si grand profit de cette data. Je voudrais revenir sur un point, s'il te plaît, Sylvain. On a évoqué la notion d'organisation et de gestion éventuellement des problématiques au sein des fichiers partagés. Nous, et j'en parle parce qu'on a une approche qui est très différente de celles qui peuvent exister, on a évidemment une charte d'usage, on a également un règlement intérieur, évidemment, mais pour autant, on fonctionne très différemment de nos confrères. Comment est-ce que nous fonctionnons? On considère que un des freins à la non-collaboration en France des agences, puisque malheureusement il y a encore une immense majorité d'agences qui ne collaborent pas, eh bien ce sont justement les règles qu'on leur impose. Et nous, on a décidé de les affranchir de ces règles-là. Par exemple, dans notre plateforme Intercab, nous n'imposons pas les gens avec lesquels tu vas devoir travailler. Okay. Nous n'imposons pas les gens avec lesquels tu vas devoir minimum, Est-ce partager qu'il y a un minimum qu'on appelle le minimum mandat? Est-ce qu'il y a un minimum? Oui, il est de 100%. Lorsque tu travailles avec nous sur Intercab, tu dois partager 100% de tes mandats. En revanche, exclu. Hein, en revanche, on ne t'impose pas avec qui tu vas les partager. Donc par défaut, tu fais partie d'un bassin qui est local, dans lequel tu vas retrouver quelques dizaines ou quelques centaines d'agences selon le bassin dont on parle. Et ensuite, on mise plutôt sur une autorégulation. Alors on n'est pas naïf, hein, on sait bien qu'il faut quand même qu'il y ait des instances de régulation, mais pour autant, lorsqu'une expérience est désagréable entre deux utilisateurs, parce que au-delà des règles, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre, tout le monde n'a pas la même façon de traiter ses acquéreurs ou de traiter ses propriétaires, eh bien on a voulu laisser cette marge de manœuvre, de laisser le choix à nos clients. Par défaut, ils travaillent tous ensemble, mais s'il y a des expériences qui ne leur sont pas agréables, ils peuvent décider de ne pas travailler avec une agence en particulier. Et ça, c'est totalement... c'est très clair. Juste pour répondre à Olivier, parce que c'est pas... Je crois quand même, il m'a interpellé, je lui réponds. On ne parle pas de la même chose. Je veux dire, Olivier a une structure qui fonctionne très bien, avec énormément d'adhérents, qu'on collabore d'ailleurs, et il a un service de partage de ses mandats qui est lié à la société, qui concerne ses clients. C'est vrai. On ne parle pas de la même chose. Quand on parle du fichier AMEPI, on vous parle d'une possibilité à adhérer à une association qui va engranger vos cotisations, soit 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour réinjecter dans l'outil et l'animation 4 millions d'euros de fonctionnement et de développement. Dans le but ultime, non, mais ça veut dire que l'AMEPI a plus de moyens. Ça veut dire que l'AMEPI a plus de moyens de réinjection dans l'outil que n'en a la boîte IMO. Non, ça veut dire que l'AMEPI n'a pas vocation à faire vivre un modèle économique. L'AMEPI a vocation à être le miroir de vos business pour vous rétribuer une majoration de chiffre d'affaires. Cédric, si tu veux bien, excuse-moi Olivier, j'aimerais que Gilles et Bernard puissent s'exprimer sur la question. On a bien compris votre point de vue. Et on a bien compris là où le débat d'ailleurs peut s'arc-bouter. Gilles. Juste pour rebondir sur le modèle. Et sur la propriété des données, si tu veux bien. Oui, juste pour rebondir sur le modèle. Donc au niveau du MLS France, on est sur un modèle associatif. C'est-à-dire que chaque bassin de vie, en l'occurrence, je vous prends l'exemple de la Côte d'Azur, le MLS Côte d'Azur représente 500 adhérents qui ont chacun une voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prééminence ni de syndicat ni de réseau. Chaque adhérent peut prendre des responsabilités, peut être au conseil d'administration, peut être au bureau, et surtout chaque association locale garde la propriété de ces données. Là où je peux être en différent par rapport à Olivier, pour moi, l'or noir de l'immobilier, ce n'est pas les mandats, c'est effectivement les compromis en cours et les ventes en cours. Parce qu'aujourd'hui, dans le modèle du MLS, on a en temps réel les compromis et on voit bien que le marché évolue. Tout le monde se rend compte que dans les mois qui vont venir, le marché va peut-être ralentir. Quand vous arrivez à avoir la donnée des compromis en temps réel, ça a une valeur. Alors, ce n'est pas une valeur de revente, ça a une valeur dans l'estimation. Quand on fait nos estimations et qu'on a chez nous 500 agences, 2500 collaborateurs sur la Côte d'Azur, par exemple, qui rentrent en temps réel leur mandat, leurs compromis et leurs vendus, ça a une vraie valeur. Alors,
effectivement, sous cette logique, il y a quand même deux modèles ici. Il y a un modèle associatif et il y a un modèle commercial. C'est pas pour autant qu'il y en a un Non mais qui est bien, un qui est attendez, pas bien. non mais Ils sont pas- on n'est pas là. opposés. Attendez, Ils sont pas- excuse-moi Non, mais c'est Olivier. pas le cas. Non, mais c'est Non, surtout pas le cas. excuse-moi Olivier. Excuse-moi. Vraiment, je te redonne la parole. On n'est pas là pour opposer les gens. On est là pour discuter des modèles économiques qui existent, qu'ils soient associatifs ou privés. Mais on a compris une chose dans le public, c'est que ta structure ressemble, dans une certaine mesure, à ce que fait la MEPI en structure associative. À la différence, et encore une fois, c'est pas pour créer le conflit, à la différence que on est dans une logique, nous, un adhérent, une voix, et il n'y a pas de prééminence. Moi, je suis dans un syndicat, je suis dans un réseau, j'ai été adhérent à la MEPI, donc voilà, je vois la différence. Non, mais- C'est quand même C'est la même fonctionnement chez vous, excuse-moi. un adhérent, une voix aussi. Non, mais excuse-moi, Gilles, la structure associative de la MEPI est la suivante. On avait une fédération d'associations locales qui était souveraine et qui dépendait d'une association fédérale. Il y a une réforme des statuts qui a aujourd'hui fusionné l'ensemble des associations locales en une seule association et chaque représentant de région est devenu ce qu'on appelle un alpha, un ambassadeur local du fichier AMEPI. Mais chaque personne adhérente, c'est important, a eu la même voix et les syndicats comme les réseaux, je te le dis parce que c'est important, je l'ai vu de l'intérieur, a exactement la même voix. On est sur le même modèle de gouvernance là-dessus, mais je voudrais qu'on donne la parole aussi, et on reviendra à toi si tu veux bien Olivier, à Bernard sur la question. Il y a 3 questions qui ont été soulevées, tu as bien vu. Il y a le côté entre la coopération associative, où on se dit, il faut être très clair, les données que moi je collecte, à qui appartiennent-elles? Est-ce qu'elles appartiennent aux clients? Là-dessus, on a démystifié un peu l'idée, et je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs Olivier, sur le fait que ce qu'on appelle l'or noir d'une donnée, ben, si on n'en fait pas grand-chose, elle ne vaut pas grand-chose, et que comment on la valorise, et en même temps aussi qu'on a tous besoin ici de trouver des outils de partage, parce que le marché, et je voudrais qu'on parte la dernière partie de la conf là-dessus, va quand même se tendre. Bernard. Moi, je n'ai pas trop envie de me livrer ici, dans le temps qui nous est imparti, à une étude comparative des mérites respectifs des uns et des autres. Parce que c'est le contraire de ce que l'on cherche à construire, c'est-à-dire une plateforme œcuménique. Et s'il y a des choses différentes d'une organisation à une autre, c'est bien pour ça qu'il faut essayer de se réunir les uns les autres. J'ai entendu parler d'œcuménisme au niveau de la MEPI, c'est vrai jusqu'à une certaine limite. Parce que, et il faut se dire les choses, parce que le thème de la conférence, c'est collaborer ou périr. Ça veut dire qu'il y a une forme d'urgence quand même. Hein. Il y a, et moi je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus, mais il y a des décisions qui ont été prises au sein de la MEPI de ne pas accueillir les nouveaux modèles de professionnels de l'immobilier, notamment les réseaux de mandataires. Mais dans le même temps, C'est pas vrai. donc tous les réseaux de mandataires peuvent adhérer à la MEPI. On va s'exprimer après. Dans le même temps, parmi les syndicats qui font partie de la MEPI, Excuse-moi Bernard, tu as posé une question quand même. Tu as soulevé les réseaux de mandataires. Je voudrais finir. D'où les réseaux de mandataires. Non, soit c'est exhaustif Va au bout. et œcuménique, soit ça ne l'est pas. Ainsi que les autres plateformes. Ainsi que Les réseaux hybrides qui sont arrivés récemment, je fais allusion notamment à Keller Williams Mais bien par sûr, exemple, mais bien sûr. mais aussi à d'autres réseaux Attends, américains alors, qui ont exporté. Sylvain, essayons de revenir à une chose très simple. Tout professionnel de l'immobilier en capacité juridique de faire signer un mandat exclusif à un client doit être éligible, selon moi, Ok. à un partage de mandat exclusif. Même s'ils ne sont pas titulaires de la carte, Ça, c'est de notre la carte T. Mais il y a dans les agences des gens qui Non, mais qui j'ai ne une sont question. pas. Et il y a parmi les... Je voudrais aller au bout. Et il y a parmi, dans les syndicats, et nous les connaissons, il y a propriétéprivée.com qui est adhérent de la FNIM, qui est sur ce modèle-là, l'UNIS... Qui est le seul réseau adhérent, je précise. Mais peu hein. importe, Oui. c'est un fait. Oui, L'UNIS a Historiquement. officiellement admis parmi ses membres les différents réseaux de mandataires. Donc je pense qu'il faut sortir de ces ambiguïtés-là. Il faut aller un pas plus loin, comme on a su faire à une époque, le pas plus loin, parce que j'ai de la bouteille et que je me souviens de l'époque où les agents immobiliers se croisaient dans la rue, ils ne se saluaient pas et changeaient de trottoir. Les mentalités doivent évoluer. Je peux te poser une question. Quand tu étais au conseil d'administration du fichier AMEPI, en tant que président d'ORPI, Oui. est-ce que tu étais d'accord à l'ouverture pour les agents mandataires, les Alors mandataires j'étais immobiliers? absolument d'accord, mais il n'avait pas le poids qu'il pèse aujourd'hui, parce que tenir compte de la réalité, ça ne veut pas dire se compromettre. Moi, je viens du monde des agents immobiliers, je viens du monde coopératif et d'ORPI, et ça sera à jamais ma filiation, et je la revendique et j'en suis fier. C'est pas pour autant que je dois ignorer la réalité d'un marché.
Parce que ignorer la réalité d'un marché, c'est passer à côté et c'est se mettre en danger encore, puisque le thème de la conférence, c'est ça. Donc je pense que tenir compte de ce qui se passe autour de nous et voir le monde tel qu'il est, et pas forcément tel qu'on aurait envie qu'il soit, ça fait partie des responsabilités que nous pouvons avoir. Et on essaye d'organiser ça comme ça. Et chacun a sa particularité. Merci. Et c'est pas grave. Merci Bernard, parce que tu as posé la question qui vaut d'être posée. On a aujourd'hui, d'ailleurs d'un point de vue global, différents types de modèles de distribution. Je ne sais pas si le terme est forcément approprié, d'intermédiation. D'accord ? On a des modèles hybrides un peu entre les deux, avec, je citais le cas de KW tout à l'heure, mais je peux aussi citer le cas de grands réseaux aujourd'hui. Je prends juste les chiffres. Si je prends les chiffres, par exemple, de IAD, ils communiquent sur 55 000 ventes. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat là-dessus. Quand on voit aujourd'hui la part de marché hein, des mandataires, alors on n'est pas tous d'accord sur les chiffres, mais c'est environ quand même 14% de part de marché sur la particularité intermédiaire. La question de l'ouverture a été posée. Toute personne qui fait des opérations d'intermédiation en immobilier peut-il aujourd'hui entrer comme membre du fichier AMEPI, par exemple? Moi, je me suis permis de dire c'est faux, parce que c'est faux. Jamais le fichier AMEPI s'est opposé à un modèle économique. Moi, déjà, quand on me parle de réseau mandataire, je ne sais pas de quoi on me parle. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je connais la loi Hoguet, et la loi Hoguet, elle détermine l'agent immobilier qui est titulaire d'une carte professionnelle parce qu'il est reconnu, et c'est même un titre maintenant. Et sur cette carte, certains collaborateurs peuvent travailler. Ça, c'est... Au-delà de ça, rien n'existe. Je ne comprends pas de quoi on parle. Ce qui est le cas de 80% des agences, hein, je précise. Bon, donc, ce qui est le cas de 100%, puisque non, on parlait d'IAD, IAD a une carte professionnelle et ils ont 17 000 collaborateurs qui travaillent sur une carte professionnelle. C'est un choix. Mais il y a un agent immobilier chez IAD, un seul. C'est le porteur de la carte. Donc le fichier AMEPI, il a une position simple. Pour adhérer au fichier AMEPI, il faut que le titulaire de la carte soit présent dans l'alpha, donc l'unité locale, l'animation locale du fichier AMEPI. Il faut qu'il ait un lieu pour pouvoir recevoir du public. Et comme effectivement il y a un organe de contrôle, il faut qu'il accepte de mettre à disposition son registre de mandat en cas de contrôle. Si l'agent immobilier rentre dans ces trois espaces, il est le bienvenu, sans aucune sélection, sans aucun a priori. C'est la règle. Et la règle qui s'adapte à la loi. Donc, il faut que quelqu'un qui rentre au fichier AMEPI soit titulaire nommément d'une carte T. Il faut qu'il soit titulaire de la carte dans l'alpha dans laquelle il postule. Il faut qu'il ait un lieu qu'il puisse recevoir du public. D'accord. Donc, on parle d'une agence immobilière. Il faut qu'il puisse mettre son registre des mandats à disposition. OK. Juste, je précise que oui, Gilles. En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le partage, et je suis assez d'accord avec... Est-ce qu'il y a des mandataires MLS Pardon ? Il y a des mandataires qui peuvent aller sur MLS? Non, je vais vous répondre, mais juste je précise. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Dans la logique de partage, il y a quand même une logique de proximité. On est des commerçants de proximité. Donc le fait de dire il faut que le titulaire de la carte puisse être responsable, puisse être localement... On peut augmenter le micro, là, un peu, on entend... Puisse être responsable, puisse être localement contrôlable, puisse rendre des comptes, puisse faire l'animation aussi de son MLS local. Pour nous, c'est un point important. Donc, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de fermeture à qui que ce soit. Maintenant, effectivement, au MLS, il faut que localement, on puisse avoir une logique. Donc, vous êtes sur la même ligne, d'accord, avec globalement. Globalement, oui, mais encore une fois, ce n'est pas une question de politique ou de sectarisme. Voilà. À la boîte IMO, dans la galaxie La Boîte IMO, est-ce que si je suis mandataire, je peux travailler ou pas? Non. D'accord. Non, et moi, contrairement à mes camarades, je l'assume. Parce qu'après, on peut mettre des règles qui empêchent les mandataires de collaborer dans une plateforme et puis derrière évoquer ces règles. Mais nous, on a clairement fait le choix de ne pas ouvrir notre plateforme aux mandataires. Alors, et des plateformes et des hybrides comme Chemex, KW, non? Cette typologie de clientèle. Aujourd'hui, nous travaillons exclusivement avec des agences immobilières indépendantes. D'accord. Okay. Et leur souhait, justement, c'est de pouvoir créer une dynamique qu'elles ne retrouvent pas en tant qu'indépendantes dans un réseau auquel elles n'adhèrent pas. Et elles ne veulent pas être dans un système, un modèle concurrentiel qui soit distordu, parce qu'elles ne sont que des indépendantes. Donc les réseaux ont leurs propres outils de partage, notamment les réseaux de mandataires qui collaborent au sein des réseaux et localement.
les agences que nous représentons souhaitent travailler entre elles, entre agences indépendantes. Donc c'est quelque chose que nous assumons. Alors, il nous reste, comme on a démarré important, je voudrais qu'on finisse la dernière partie, 5 minutes, sur... Il y a des événements exogènes aujourd'hui qui impactent l'immobilier, mais il n'y a pas qu'en France. Hein. C'est en France, aux États-Unis, dans le monde entier. C'est l'impact incroyable de l'explosion des coûts énergétiques qui a quand même rebattu les cartes dans le scoring, notamment les ratios d'endettement et de solvabilité, notamment pour les primo-accédants et le crédit. Des taux d'usure qui sont complètement à la ramasse par rapport à la réalité de l'inflation. J'ai relu ce matin quels allaient être les éléments de l'inflation à la fin de l'année. On parle quand même de 10% d'inflation. Bernard, ça nous rappelle quelques bons souvenirs, justement, à une époque où encore maintenant, même si les taux d'intérêt ont presque triplé, reste quand même assez acceptable pour pouvoir, plus que jamais encore aujourd'hui, acheter et emprunter. Question, à l'instar d'une inflation qui va certainement retendre le marché, on le voit déjà, est-ce que ce n'est pas l'occasion, grâce à vos plateformes, de redécouvrir enfin les vertus de la découverte acquéreur? Est-ce qu'enfin, on ne va pas arriver finalement sur quelque chose? Alors, je sais que moi j'en parle depuis plus de 30 ans, mais enfin, même en zone tendue, où il suffisait de mettre le mandat en vente et puis ça se vendait quasiment sans discussion, on va retravailler finalement la découverte dans la maîtrise d'usage de l'acquéreur. On va commencer par toi. On anime un atelier tout cet après-midi avec Sandra Véricel, justement, exclusivement sur ce thème, sur l'acquéreur qui revient au centre du jeu, parce que très clairement, après ces 2-3 dernières années où on était dans un marché un petit peu dingue et où les acquéreurs étaient un petit peu, disons, pas maltraités, mais n'était pas la priorité des agences, ils le redeviennent, et surtout les acquéreurs qui sont finançables, puisque effectivement il y a beaucoup de cas sur les demandes de crédit, et on se rend compte que ça a un véritable impact dans le quotidien des agents immobiliers qui redécouvrent quelque part la notion d'aller chercher non pas du mandat, parce qu'on rentre un mandat et puis on le vend derrière systématiquement parce qu'on est sur un marché très porteur, mais au contraire d'aller chercher un mandat pour un acquéreur. Et ça, les systèmes de fichiers partagés que nous représentons sont particulièrement très utiles et très pertinents pour ça. Parce qu'on n'a pas toujours le portefeuille. C'est là que du coup, dans un marché tendu, dans un marché qui questionne, justement par rapport à la découverte et à la maîtrise de l'usage pour l'acquéreur, du coup ça devient extrêmement intéressant. Bernard, sur cette question? Oui, bien sûr que la découverte acquéreur, c'est important et ça a des mérites. Et Olivier a raison. Quand on est dans un système de fichiers partagés, c'est plus facile d'anticiper puisqu'il y a toujours une vente, un achat derrière la plupart du temps. C'est vrai aussi que ça a peut-être été négligé parce que le marché était très porteur et voilà, même si on veut bien faire son métier, on est emporté un peu par cette blague. Quand on parle de l'acquéreur, on parle du client. Et par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant, il faut vraiment qu'on se pose cette question. Est-ce qu'on se met à la place du client? Parce que le client, il se moque éperdument de toutes nos arguties, de toutes ces choses-là. Lui, ce qu'il veut, et ça vient d'être dit, et c'est la vérité aujourd'hui plus que jamais, le marché, il est du côté des acheteurs. Et l'acheteur, eh bien, il ira vers celui ou celle qui lui apportera le bien dont il rêve et qu'il peut se payer. Il faut vraiment qu'on ait ça en tête, parce que c'est déterminant. Et essayons d'aller au-delà de ces différences-là et de regarder le marché comme il est. Parce que l'acquéreur, on pourra faire mieux, on va faire sa découverte. Plus il faudra être au rendez-vous du bon produit pour lui. C'est indéniable. Je pense que c'est un point sur lequel on va être tous d'accord pour finir la conférence, c'est que les fichiers partagés vont nous permettre, quel que soit le marché, que ce soit un marché d'acquéreur ou un marché de vendeur, les fichiers partagés doivent nous permettre de mettre en avant notre qualité de service. Notre qualité de service permettra de défendre nos honoraires et permettra de prendre des parts de marché sur le particulier. Donc, effectivement, le marché va peut-être devenir d'un marché vendeur à un marché acquéreur, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on pourra passer du temps avec nos acquéreurs, faire une vraie découverte acquéreur, parce qu'on aura effectivement un panel exhaustif des biens à leur proposer, et à ce moment-là, on justifiera aussi nos honoraires, et on prendra de la part de marché sur le particulier à particulier, parce que ça soit le vendeur ou l'acheteur, ils se diront l'agent immobilier m'a amené un plus, m'a amené un service. Aujourd'hui, nous, en tant que clients, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est du service, que ce soit dans les hôtels, dans les restaurants, dans n'importe quelle prestation. Nos clients demandent la même chose. Et c'est à nous
par les fichiers partagés, à amener ce service supplémentaire qui fait qu'on devient indispensable. Cédric? Hier, j'accompagnais un jeune BTS sur une visite pour accompagner une de ses premières visites avec des clients. Parce que président du fichier AMEPI, ce n'est pas un métier. Moi, je suis agent immobilier comme vous. Et je lui ai expliqué, j'ai essayé de lui expliquer pédagogiquement que de montrer qu'il y avait un cabinet de toilette et une salle de bain et une salle à manger, le client, il avait des yeux en fait. Et qu'en fait, ça, c'était 5% de notre travail. Le travail qui est fondamental, c'est quels conseils on va pouvoir apporter à notre client pour que l'achat le plus important de sa vie puisse être fait dans les conditions les plus sécures pour ce client et avec une valeur ajoutée qui aille bien au-delà de l'acte commercial. Ça fait bien longtemps que notre métier, il est bien au-delà d'un simple acte commercial, sinon on ne justifierait pas de nos honoraires. Et effectivement, ce travail prend du temps. Rentrer un mandat convenablement, sereinement, demande 20 heures de travail. Et la qualité qu'on va avoir à pouvoir rentrer ce mandat dans de bonnes conditions ne va dépendre que d'une seule chose, c'est de pouvoir le rentrer en exclusivité. Et pour le rentrer en exclusivité, il faut être adhérent au fichier AMEPI. Merci beaucoup. Oui, on va conclure. On va conclure. On conclut. Tu veux conclure rapidement? Je Trois mots, voulais vas-y. faire un petit blind test pour finir. Oui, vas-y. Rapide. Vas-y. Je vous lis quelque chose. Allez. En immobilier comme dans d'autres secteurs, je suis convaincu que tous les modèles peuvent coexister à partir du moment où le client est placé au cœur de la stratégie de l'entreprise. Je crois à la coopération entre tous les professionnels, et tout est écrit en majuscule, tous les professionnels de l'immobilier pour le bénéfice de nos clients et pour continuer de performer sur un marché qui commence déjà à changer et va devenir plus difficile à appréhender. Nous serons meilleurs en avançant ensemble vers des solutions à forte valeur ajoutée pour eux et pour nous. Je pense que tous les quatre, on peut signer ça. C'est pas de moi. D'accord. C'est Ok, pas de moi. c'est de qui? C'est d'un grand professionnel qui est patron d'un grand réseau immobilier. On peut dire qui ou? Bien sûr, Oui, c'est bien sûr. C'est Guy Hockey, c'est le patron de Guy Hockey, c'est Stéphane. C'est Stéphane Fritz. Ouais. Alors, Et je pense qu'on peut tous se retrouver là-dessus. Et Alors, puisque c'est la conclusion, moi j'aimerais bien qu'on soit sur Alors, cette Gilles, logique-là. Gilles, Olivier, Cédric, est-ce que sur le principe, Parce vous êtes qu'on- prêts on se à signer renie cette pas- charte? On ne se renie pas quand on fait l'intérêt général. Et en Non, mais l'occurrence, devant un public, c'est vrai on que a c'est une notion facile. d'intérêt général. Mais Gilles, si tu On veux sent dire, le- par on exemple, sent je le veux coup un peu réfléchir, tu peux. préparé quand même. Hein Ça sent On en le coup un reparle peu préparé quand même. D'accord. Parce que tu en penses, Cédric? Nous, c'est très simple. Nous, on a un slogan au fichier AMEPI. L'AMEPI, c'est vous. Donc à l'Assemblée Générale, on a une discussion, Christian Fabre est dans la salle et j'ai une discussion très intéressante avec lui d'une demi-heure, 3/4 d'heure. C'était vraiment passionnant. Merci Christian pour l'échange. Où la question était justement l'ouverture. L'ouverture sur le fait que le porteur de la carte ne doit pas être uniquement la personne reconnue. Parce qu'encore une fois, je refuse l'idée qu'on soit contre un modèle. C'est pas vrai. On est pour la défense de notre profession et la défense de la loi Hoguet. Mais elle a le droit L'idée- d'évoluer, hein. l'idée- Elle a le l'idée- droit d'évoluer, la loi. Elle a le droit d'évoluer, mais c'est pas mon travail. Moi, mon Ok. travail, c'est de Alors, partager il des est mandats temps, exclusifs il entre est temps, professionnels. il est temps, il est temps de nous quitter. je Il est temps de nous termine quitter. juste, Une phrase, et après on va. Une on va- phrase, c'est que l'AMEPI, c'est vous. Tout peut évoluer avec l'évolution des statuts. C'est une assemblée générale extraordinaire qui peut faire évoluer les statuts. On a posé la question à l'assemblée générale extraordinaire de l'an dernier. À 90%, les adhérents ne sont pas prêts à revoir ces fondamentaux bouger. Donc, Merci ils bougeront pas. Cédric. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris, hein, les amis, que pour faire un peu le verbatim de cette conférence, c'est que on n'est pas tout à fait prêt de voir demain l'union sacrée autour de ce système. C'est le premier sentiment que j'ai. Bon, ok, dont acte. Mais il y a une réalité, hein, quand même. C'est la réalité du marché. Et je peux vous dire que la réalité du marché demain, elle va être pénible pour beaucoup d'entre nous. Donc, moi, je serais tenté de vous dire, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une union sacrée, parce que si je suis agent immobilier opérateur, je verrais bien ça. Je pense que le débat à l'égard des nouveaux modèles comme les mandataires, les entreprises hybrides, tu as cité le cas de Keller Williams, par exemple. Je rappelle que le patron de Keller Williams était aussi un agent immobilier, hein, il était chez R1. Donc, finalement, on ne réinvente pas. On a des modèles de distribution. Je pense que tout le monde a le droit de coexister. Et je pense que tout le monde a le droit de coexister. Et surtout, on a un devoir impérieux qui est celui de servir avant et toute chose l'amour de son client. Pour qui c'est l'engagement. C'est une vision maslonienne du logement. C'est le premier marqueur social
que vous accompagnez. Moi, ce que j'aimerais parfois, je le déplore de temps en temps, c'est qu'on élève un peu plus le débat sur cette dimension, presque une vision holistique du métier, en disant on fait quand même un métier très utile. Et là où je suis d'accord avec Cédric, il a absolument raison, il y a une loi qui l'encadre. Il y a un pictogramme, il y a effectivement une reconnaissance du titre d'agent immobilier. Il a d'ailleurs été inscrit dans la loi sous la houlette de Jean-Marc Torolion. Je pense qu'il faut saluer ça. Mais on ne peut pas se contenter de faire une loi, comme tu disais d'ailleurs très justement, Bernard, une loi gay, sans qu'elle ait une capacité d'évolution. 50 ans. Et l'évolution, mesdames et messieurs, c'est d'accepter aujourd'hui qu'on a des mandataires qui aujourd'hui font 14% de part de marché, qui sont définitivement dans le secteur, et il serait temps maintenant de les accueillir dans la grande famille de l'immobilier, au service et au bénéfice exclusif des agents immobiliers et des professionnels de l'immobilier, mais surtout des usagers eux-mêmes. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Bernard Cadot, délégué général de e-listing, Listigo, la plateforme de partage. Un triomphe pour Gilles Blanchon, vice-président du MLS. Un grand merci à Olivier Bugette, président de la boîte IMO, un entrepreneur qui, à partir de rien, a construit une très très belle boîte. Bravo Olivier pour ce que tu fais. Et bien sûr, aujourd'hui, l'homme politique qui compte dans le métier, l'ouvrier au quotidien du partage des mandats avec 4000 agents sur le compteur, et je sais qu'il est partout en France. Il est président du fichier Amépi, c'est Cédric Lavaux. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent appétit et à très vite. Salut.